Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S510 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 17 novembre 2022. La Story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Tina Nikuka, bonjour. Bonjour, Vous êtes chercheuse à l'École nationale supérieure Paris-Saclay. Vous c'est menez bien ça. actuellement une thèse intitulée La vie secrète des images JPEG. En quoi consiste ce travail de recherche? Alors, mon travail de recherche consiste à créer des algorithmes, donc des outils qui sont capables, qui tentent de détecter les falsifications dans les images. On travaille avec la police scientifique et technique, mais aussi avec les journalistes, et plus particulièrement avec l'AFP, qui a besoin de ces outils, surtout pour les fact-checkers, donc pour vérifier si une image a été truquée ou non. Quel a été le déclic qui a mené à cette conception? Comme tout étudiant qui souhaite obtenir un doctorat, je me suis rapprochée d'un laboratoire de recherche, donc celui où je suis actuellement, et donc de Jean-Michel Morel, qui est un grand mathématicien qui travaille donc en traitement d'images, qui a fait pas mal d'outils différents comme des bruitages d'images et de vidéos. Il m'a proposé donc de travailler sur la détection de falsification dans les images, donc dans une grande base de données d'images, d'avoir un outil qui était capable de dire quelles images sont truquées et lesquelles sont authentiques, car c'était un projet qui était lancé par l'ANR, l'Agence nationale de recherche en France. Donc tout a commencé comme ça. Vous dites dans un entretien notamment que vous avez accordé à Télérama.fr que vous aimez décrire souvent la vie ou la mue d'une image numérique. Comment est-ce qu'on pourrait concrètement décrire un petit peu la manière dont fonctionne cet algorithme? Alors oui, j'aime beaucoup parler, mais à n'importe quel public, de la vie d'une image numérique, parce que déjà, le grand public, dès la primaire, je pense, primaire, collège, lycée, on est habitué à prendre des photos avec notre téléphone portable ou vrai appareil, hein, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Et sauf qu'ils se rendent pas forcément compte qu'une image, c'est pas parce que instantanément on la voit sur l'écran que c'est vraiment ce qui a été directement capté par l'outil ou le capteur. Et donc ils savent pas tout ce qui se passe entre le moment où donc la lumière rentre dans l'objectif et arrive sur le capteur jusqu'au moment où l'aperçu qu'on voit sur l'écran ou même l'image finale qu'on peut avoir sur l'ordinateur. Et ça, c'est des mathématiques et de l'informatique. Donc c'est pour ça que j'adore préciser ça auprès des lycéens, surtout qui cherchent leur orientation, pour ne pas qu'ils abandonnent peut-être les mathématiques trop tôt. Et donc la vie d'une image numérique, c'est donc une suite d'opérations mathématiques qui est appliquée à chacun des pixels de l'image pour former l'image, donc pour passer de quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas esthétique, qui n'est même pas coloré au départ, à des vraies couleurs, puis quelque chose de plus joli, quelque chose de corrigé. Si par exemple l'objectif a des défauts, on a des algorithmes qui sont capables de corriger ces défauts, pour ensuite stocker l'image sous par exemple donc format JPEG, ce qui est le sujet de ma thèse. C'est de savoir comment a été stockée une image, c'est-à-dire avec quels paramètres, et ensuite de savoir si localement dans l'image on a des anomalies de cette compression-là pour en détecter donc des falsifications. Au-delà de la nécessité de développer ce type d'outils, et pour arriver à développer ce type d'outils, est-ce qu'on n'a pas failli quelque part? Alors moi je trouve qu'encore plus c'est important d'avoir ce genre d'outils parce que ça permet d'expliquer comment est créée une image, parce que tant qu'on a l'impression que tout va bien sur un sujet, on ne le creuse pas forcément, et donc cette connaissance de ce qu'est une image va rester dans le domaine de photographe et comme moi chercheur en traitement d'image, et c'est dommage. Par contre oui, ça montre bien que y a quelque chose qui aurait pu être fait en amont et qui n'est pas fait. Si au départ on avait rajouté par exemple une sécurité, donc ça c'est possible, hein, et il faudrait le faire. Je crois qu'il y a des appareils photo qui vont s'y mettre, Leica et Nikon, qui vont rajouter des contenus pour permettre d'authentifier qu'une image appartient à leur caméra. Donc ça c'est bien, mais ça n'empêche qu'il faudra toujours avoir des outils pour être capable de détecter s'il y a du faux, parce que une image, elle va avoir une vie très très longue qui fait que on peut perdre cette information en cours de route. Donc soit on vivrait dans un monde parfait où tout appareil aurait ce contenu d'authenticité qui lui serait rattaché, et donc peu importe, donc tout serait très robuste. Donc peu importe l'image que vous regardez, vous savez à quel appareil il appartient, même pas à quelle marque d'appareil, mais à quel appareil. Donc ils seraient tous comme des armes en fait, ils seraient tous enregistrés quelque part comme la balistique des armes à feu. Et si on ne veut pas arriver
à ça. Donc, si on veut, je sais pas, un peu d'anonymat quand on poste une image sur un réseau ou autre, il faut qu'on ait des outils pour savoir ce qui est vrai ou non sans avoir à remonter à la personne qui l'a posté. Vous êtes photographe, des photographies de votre chien, notamment dans le cadre de vos recherches, pour avoir des images brutes aussi, des données brutes C'est pour ça. les analyser et les travailler. Est-ce que vous parvenez malgré tout à vous détacher de cette grille d'analyse et à apprécier des photographies numériques sans arrière-pensée? Ah oui, moi quand je vois une image, je n'ai aucune arrière-pensée. Les images retouchées, ça me dérange pas du tout. Je deviens pas parano quand je regarde des images. Mon outil, je suis ravie quand ça marche sur des images que je vois sur Twitter, etc. Mais je sais que ça va jamais empêcher les gens de créer du faux ou même de mentir ou quoi que ce soit. Donc c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de montrer qu'il existe des outils. C'est pas de vaincre les photomontages du monde. J'adore la photo. J'adore même traiter les photos. J'aime beaucoup faire le traitement donc a posteriori à partir de l'image RAW. Pas forcément de manière artistique, plus peut-être technique. Donc c'est possible, mais ça m'amuse quand même. J'ai peut-être un œil un peu plus spécialisé pour voir tout ce qui est traces de compression. J'arrive plus trop à aller au cinéma, par exemple, parce que je vois la qualité qui n'est pas parfaite dans certaines zones de l'image. Et pareil, des photos que je vois sur Internet, parfois, elles me piquent plus les yeux à moi que d'autres, peut-être, c'est vrai. Et d'ailleurs, je renvoie à nouveau à cet entretien que vous avez accordé à teleramo.fr où on voit bien ces traces de compression avec la feuille froissée. L'exemple de la feuille froissée est assez parlant. C'est ma plus grande fierté de ma thèse, je pense. C'est pas trop dans le domaine de recherche, mais oui. En tout cas, mon algorithme est facile à expliquer parce que l'analogie marche vraiment pas mal, ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, Tina. Merci Bonne beaucoup à vous. chance dans vos recherches. Merci. Bon, bah, c'est un sujet passionnant. Je pense qu'on pourrait y rattacher beaucoup de thématiques dans l'avenir, notamment, je pense, au niveau de la blockchain et des choses comme ça qui permettraient de faire de la traçabilité d'images. En fait, à qui ça se destine ce type de technologie? Bah, en premier, ça se destine à des agences, hein, puisque Tina bosse avec notamment l'AFP qu'elle a cité, euh, mais elle vise le grand public. Et le but de cet algorithme, c'est aussi un outil d'éducation à l'image et à l'analyse d'une image, c'est savoir détecter ce qui est vrai de ce qui est faux. Mmh. Tout est parti en fait d'une vidéo qui était diffusée sur Twitter aux États-Unis. On voyait une jeune lycéenne qui avait réchappé d'un massacre, en fait, déchirer un papier, déchirer la Constitution américaine. En fait, Tina, en voyant cette séquence, a eu un doute. Elle a fait fonctionner son algorithme sur cette séquence-là, vidéo, et elle s'est aperçue qu'en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas la Constitution américaine qui était déchirée, mais une cible de stand de tir, en fait. Donc Mmh. c'était une fake news, en fait. C'était simplement ça. Donc tout est parti de là. Et ce qu'elle veut faire avec son algorithme, qui est mis à disposition du grand public, hein, on mettra des liens sur notre site, il y a weverify.eu, où on peut suivre toute l'évolution de leur recherche sur ipol.im, ipol.im. Vous pouvez utiliser les images qui sont proposées sur le site ou charger vos propres images, et vous verrez, en appliquant cet algorithme, les contours d'une éventuelle retouche, en fait. Qu'il s'agisse d'ajout de bruit, qu'il s'agisse d'un floutage excessif ou d'un ajout, en fait, tout ça apparaît sous une forme assez flagrante, en fait. OK. Voilà. Laurence, tu as connaissance d'outils de ce genre au monde? Au monde? Non, je ne sais pas. Peut-être qu'ils connaissent, je n'ai pas la moindre idée. En tout cas, c'est très utile pour vérifier la véracité d'une photo et d'une information. Ah oui, c'est même, je pense, nécessaire. Bon, on avait beaucoup parlé ici de l'épisode Bendixen, hein, qui Ouais. avait secoué Visa pour l'image et froissé Jean-François Leroy. On est revenu avec lui là-dessus en septembre, il n'a toujours pas digéré, et on le comprend. Mais peut-être que ce type d'outil servirait aux équipes de Visa, puisque c'est assez facile à utiliser, pour ne pas se faire avoir, même par les plus grands photographes. Parce que finalement, le doute est partout. Toi, est-ce que tu te dis d'ailleurs, est-ce que tu pars du principe qu'il faut douter de tout? Il faut vérifier les informations qu'on reçoit, ça c'est certain. Pour certains prix, on doit envoyer les RAW, le brut des images. Exactement, ouais. Ils vérifient si on a trop retouché ou si on a. En fait, c'est pas qu'on a trop retouché, si on a enlevé un élément d'une image, comme on peut faire sur Photoshop. Mmh. Les personnes peuvent être disqualifiées, par exemple. Le WordPress notamment.
On doit envoyer des RAW parce qu'ils ont eu des précédents. Il y a un historique au WordPress Il aussi, y a un avec une série de historique. photos prises en Belgique à Charleroi qui étaient Mm. trafiquées, mais on l'a su bien après. Ou c'était plus une question de mise en scène. Mise Je en dis des scène, bêtises, alors ça, c'est c'était encore de la autre mise en scène, chose. c'est encore autre chose. Ouais. Ça, c'est encore autre chose, mais de toute façon, il faut vérifier ces informations. Le Monde a un service, les décodeurs, qui vérifient les informations et qui traquent aussi les fake news, comme AFP, comme presque tous les grands sites. Check News aussi sur Libération, je crois. Après, est-ce qu'ils utilisent cet outil? Je ne sais pas. À l'AFP, vous avez dit que oui. Bon, les autres, je ne sais pas. Non, les décodeurs, apparemment, donc oui, ça a été créé en 2014, effectivement, Mm. sur lemonde.fr. Et eux, ce qu'ils vérifient, c'est principalement les déclarations de personnalités et d'organismes D'accord. publics Ouais, et oui. les rumeurs qui circulent en ligne. Pas spécifiquement La les photo. images, en fait. Ouais, bien Donc, sûr. Ouais. les photos, on sent, mais c'est quand même étonnant, hein, Mais finalement. c'est compliqué parce que on peut tout dire à une photo. Moi, j'ai eu des photos qu'on m'a du coup volées ou prises et avec une légende qui est aberrante. Une légende, une photo prise en France et alors, enfin prise en Irak, pardon, qui est indiquée avoir été prise en France. Bon, c'est très grave ça. Ça, il n'y a pas de retouche photo ou quoi. C'est juste une information on m'a volé une photo, on a mis une autre légende. Ça, c'est aussi un autre risque. C'est pour ça que faut se fier quand même aux sites presque qui ont pignon sur rue, enfin Le Monde ou aux grands journaux. Moi, mes sources d'information, c'est principalement ça et bien sûr mes contacts personnels dans les zones où j'ai besoin d'avoir des informations. Et, et toi, du coup, en termes de post-production et de retouche, tu te permets quoi et qu'est-ce que tu te permets pas? Pas grand-chose, hein. Je suis pas une Ok, pro de la retouche. ouais, Très honnêtement, j'y travaille, hein. On m'a même dit de plus y aller, mais j'y arrive. En fait, il y a un truc, je bloque quand ça ne ressemble pas à ce que je vois en vrai. d'accord. Et il y a plein de photographes qui ont une très belle signature au niveau de la retouche, c'est magnifique, mais c'est des zones parfois où j'étais aussi au même moment et en fait, je reconnais pas l'endroit. En fait, ça m'énerve un peu. J'arrive pas à franchir ce cap. Et je pense que peut-être que je devrais peut-être pousser un peu plus, mais je n'ai pas encore le talent pour ça. Et je ne sais pas faire disparaître quelque chose d'une photo, par exemple. Je suis sur Photoshop, moi j'utilise plutôt Lightroom. Enfin, je sais pas. Disons que je pense que je pourrais essayer de le faire, mais je Ouais, n'arriverai pas à le faire. Enfin, ça se verrait. Enfin, moi, je suis vraiment dans l'information. Enfin, l'image doit ressembler à ce que j'ai vu avec mes yeux. ok. Et donc, C'est pour ça que tu choisis la couleur, principalement. ouais, je vois son couleur. Mais le noir et blanc, c'est plus pour titre personnel que j'en fais de temps en temps. Mais je ne travaille pas en noir et blanc. Je travaille en couleur parce que ça ressemble à ce que j'ai vu. Mais c'est intéressant, oui, ce que tu dis, parce que même, par exemple, la bataille de Mossoul, tu Oui. étais certainement comme beaucoup de Ouais, photojournalistes. c'est là dont je parlais, Moi, justement. je me souviens du parti pris d'un photographe danois, Jan Graup, qui est un Ouais, gars d'accord, absolument ouais. extraordinaire et qui avait pris le parti de faire des panoramiques noir Ouais, et blanc ouais, sur ouais, toute la bataille ouais, presque. Donc ouais, son travail ressortait, forcément. ouais. Après, c'est une manière d'édulcorer un petit Ouais. peu une On certaine peut faire, surtout avec perception. la lumière, faut quand même le dire. La lumière à Mossoul, à la bataille de Mossoul en juillet, elle était dure, très, très, très dure. Euh, C'était. Donc là, c'est sûr que le noir et blanc, enfin, je sais que c'est une vraie pensée, mais parfois, ça peut aider aussi dans les zones où c'est cramé, même en Ukraine. Là, c'était parfois compliqué. Bon, moi, de toute façon, j'ai une signature colorée. On m'appelle aussi parce que je fais de la photographie, enfin, comment dire, De de news, news comme on aussi, dit. notamment là pour l'Ukraine. C'était quand même du news que j'ai fait pour le journal Le Monde, mais pas pour ma retouche, quoi. En tout cas, j'ai pas encore cette signature-là. J'essaye de chercher, mais je change d'avis tellement souvent que je n'arrive pas à trouver ma signature propre, même si j'y travaille. C'est laborieux pour moi la retouche. Je pense qu'il faudrait que je fasse une formation en vrai. Ok, Soyons honnêtes. ok. Merci Benjamin pour cette story, une fois de plus passionnante.